Alors, avant de tailler dans le vif du sujet, j'aimerais remercier les organisateurs de ce colloque qui permettent de faire se rencontrer chercheurs, professionnels du livre, amateurs et professionnels de l'enfance. Géographe, travaillant sur les formes de spatialité dans les albums pour enfants, je ne pouvais être ravi par le thème choisi pour cette manifestation. Merci vraiment. Donc pour Olivier Lazzarotti, habiter, c'est la condition géographique, une condition d'existence sur la Terre pour tous les êtres humains. Habiter n'est pas se loger, pas seulement. Habiter, dirait Thierry Pacaud, c'est avoir des habitudes dans les espaces que nous parcourons quotidiennement, épisodiquement ou occasionnellement. C'est trouver sa place dans ces espaces qui nous entourent. C'est, pour Martin Heidegger, notre manière d'être au monde, ou pour Beno Verlaine, lui parle d'attachement au monde. Dans les albums pour enfants, il existe des propositions d'attachement au monde qui sont vécues par des personnages dans un récit qui allie de manière interdépendante texte et image. On parle d'ailleurs, pour ces albums narratifs, d'iconotexte. Ce dernier agit sur l'enfant comme un langage qui transmet de la spatialité, de l'habiter. Je vais immédiatement prendre un exemple pour illustrer mes propos. En 1954, les éditions Hachette et Casterman sortent 2 albums pour enfants au titre assez proche. Chez l'éditeur français, on trouve Le voyage de Caroline et chez l'éditeur belge, Martine en voyage. Dans les 2 cas, fait surprenant, il s'agit du 2e album de ce que deviendra plus tard une série. Je voudrais faire une lecture critique et rapide de ces 2 albums et je commencerai par Martine en voyage, un album moyen format, in quarto, de 19 pages. Page 3, Martine est dans le jardin avec son ami. Sous l'image, le texte raconte, je cite, « Martine ne sait ni lire ni écrire, ni compter, mais elle joue à la balançoire et court après les papillons avec son ami Cacao. » Lucie dans la version contemporaine. Cacao est une poupée extraordinaire. Elle parle, elle danse, elle marche sans tomber. Grande comme Martine, elle est encore plus étourdie. Elle ne sait même pas son nom, qui pourtant n'est pas très difficile à retenir. À la page suivante, la fillette et sa poupée, rendues vivantes par l'effet de son imagination, s'ennuient enfermées dans la maison et rechignent à étudier. Elle trouve vite une solution à cet ennui. Elle plie bagage, quitte le foyer pour partir en voyage. Je cite encore, pour voyager, Martine a mis sa plus jolie robe. On voit danser son ombrelle au-dessus de son chapeau de paille garni de cerises. Cacao porte la valise. Où allons-nous demande Cacao. En Afrique. Est-ce loin l'Afrique? Oh oui, répond Martine, très loin. Il faut prendre le train et le bateau. Et très vite, le manque d'instruction va jouer. Les 2 enfants, ne parvenant pas à lire les panneaux d'indication, se perdent, manquent le bateau pour l'Afrique. Martine se tâche sur un banc fraîchement repeint dont elle n'a pas pu prendre connaissance du contenu du mot qui y était posé. Bref, le voyage, cette irrépressible envie de liberté, se transforme très vite en stress lorsque la nuit arrive et que les 2 fillettes se retrouvent perdues au milieu de la forêt. C'est une famille de lapins, tout droit sorti de Bambi, de Walt Disney, qui va aider Martine et Cacao à retrouver le chemin de la maison. Leur voyage n'aura en fait consisté qu'en une boucle, partant de la maison et conduisant à la maison, sans trop s'en éloigner. Quel enseignement, car il semble y en avoir un, les 2 jeunes filles ont-elles à tirer de cette aventure? Lisons donc la dernière page. Ah, je n'ai pas la dernière page. Dommage. Donc je vais vous la citer quand même. La dernière page dit ceci. Oui, c'est ça. C'est la dernière page, c'est la page 19 qui est juste à côté. Ben si, je l'ai mise. Le lendemain matin, Martine et Cacao apprennent par cœur leur alphabet. Martine fait ses additions sans faute. Cacao promet de ne plus oublier son nom. Plus tard, beaucoup plus tard, elles feront toutes 2 un second voyage. Elles s'amuseront à compter les arbres et elles auront beaucoup de plaisir à lire les écriteaux qu'elles rencontreront en chemin. Moralité. Le voyage, et donc la découverte du monde, n'est pas l'affaire de petites filles. Avant de partir à l'aventure, il faut bien étudier et bien écouter ses parents. Les fondamentaux, quoi.
Le voyage de Caroline sort en décembre 54. Et là, je cite, Caroline a reçu une lettre de Pitou, la petite panthère, et celle-ci écrit « Je vous invite à venir passer vos vacances dans mon pays, aux Indes. Prévenez Pouf, Noiro, Boum, Youpi, Pipo et votre nouvel ami Bobby. En passant par le désert, demandez à Kid, le petit lion, de vous accompagner. Venez vite, je vous attends, signé Pitou. » Dès le dos de couverture et la page de titre, le lecteur est embarqué dans l'histoire et le voyage. Caroline et six de ses petits amis montent précipitamment dans un train. Tous ont fait leur bagage et semblent s'être préparés à l'expédition. Bobby, le dernier des albums roses en 54, allusion à peine dissimulée dans le texte, est porté par Caroline dans une boîte à chapeau. C'est Pipo, le chien de berger, apparu dans les albums roses en 53, qui est le conducteur du train. Le texte dit d'ailleurs, comme il a beaucoup voyagé à travers la France, il connaît bien toutes les gares. En effet, au début de l'année 54, la dernière aventure de Pipo, dans les albums roses, s'intitule « Le voyage de Pipo ». Dès la deuxième planche de l'album, on comprend que ce voyage vers les Indes a été soigneusement préparé. Youpi a emporté de quoi se restaurer, Pouf, de quoi s'instruire. La motivation du déplacement n'est pas, comme dans Martine en voyage, la fuite, mais la curiosité contrôlée du touriste. L'itinéraire a été tracé à l'avance. Les moyens de locomotion savamment anticipés, le train, puis le bateau. Il ne semble pas y avoir de place pour l'aventure et le hasard. Mais c'est évidemment sans compter l'imprévisibilité des petits amis de Caroline. C'est par eux que le voyage se transforme en aventure. Et que si l'on prend les mots dans leur sens étymologique, la pérégrination se transforme en voyage. L'itinéraire de Caroline vers les Indes n'est pas, comme pour Martine, une boucle, mais une translation, un déplacement de la maison vers l'étrange et l'étranger. Tout au long du parcours, l'illustrateur n'aura de cesse de jouer avec les dépaysagements et les dépaysements, passant des montagnes suisses au désert tunisien, des îles de l'océan Indien vers les côtes de l'Inde. Jamais Caroline ne panique devant la nouveauté, l'éloignement, voire même l'inconnu. Les rares fois où on la voit s'inquiéter, c'est pour l'un de ses petits amis qui se met en danger, comme pour Noiro, par exemple, qui grimpe au sommet d'un cocotier. Moralité, chez Caroline, le voyage forme la jeunesse. Il aide à grandir. Il est l'accomplissement d'un éveil aux curiosités du monde. Entre nos deux héroïnes, des 30 glorieuses, la manière d'être au monde est donc là bien différente. L'une est casanière et obéissante, l'autre aventurière et intrépide. Pour l'une, l'expérience spatiale est guidée par les parents, pour l'autre, elle est individuelle et autonome. Les philosophes Deleuze et Guattari parlaient de ritournelles auxquelles l'individu se référait pour s'approprier l'espace. À la manière du petit air répétitif que le petit enfant chantonne lorsqu'il est dans le noir ou qu'il cherche à se rassurer, la ritournelle est pour Deleuze et Guattari, je cite, « tout ensemble de manières d'expression qui tracent un territoire et qui se développent en motifs territoriaux, en paysages territoriaux. » La ritournelle trace des espaces de vie sûrs pour l'individu contre le chaos. Chez Martine, il est au plus près de son foyer. Pour Caroline, il est dans le voyage. Pour Deleuze et Guattari, la ritournelle peut prendre trois aspects. Soit l'environnement est tellement dominant que l'être humain s'efforce d'y fixer un point fragile comme centre, son chez-soi, soit encore l'être humain parvient à organiser un milieu calme et stable autour de ce chez-soi, soit enfin l'être humain parvient à s'échapper de ce milieu et réussit à se transcender. Ces trois aspects de la ritournelle constitueront l'ossature de ma communication aujourd'hui. Selon le psychanalyste Alberto Heger, la maison révélerait notre être le plus profond, et notamment un modus habitandi personnel que nous porterions en nous et qui nous permettrait d'emménager dans n'importe quel lieu nouveau. Ce qu'Alberto Heger suggère de nommer l'habitat intérieur et qu'on pourrait traduire en habité intérieur. C'est cet habité intérieur qui nous permettrait de surmonter le déchirement du déménagement. Dans l'ouvrage d'Anne Lemonnier et Claire Gastol, paru en 2011 chez Sarbacane, La souris de Paris, une fillette doit maîtriser sa peur de l'inconnu. Petite souris des villes, elle connaît les moindres recoins de son quartier, elle se faufile partout. Mais la voilà face au problème du déménagement et donc du déracinement.
La fillette doit alors vaincre ses peurs de l'inconnu. L'album interroge l'habité, le processus de déterritorialisation et de reterritorialisation. Dans ce processus, la maison joue un rôle fondamental. La première phase, celle de la déterritorialisation, correspond aux pages de l'album consacrées à la présentation du quartier bien connu de la Fillette, qui nous fait passer d'une vue générale au coin bachelardien, le fond d'un carton de déménagement. L'image du carton, aux pages 11-12, montre l'endroit où la Fillette vient se réfugier avant le départ. Représentée dans une position fétale, elle semble renier l'espace qu'elle va quitter pour renaître dans un ailleurs encore impensé. Elle abandonne plus que son quartier. Elle abandonne toutes les pratiques qu'elle a construites dans ce quartier, c'est-à-dire une part d'elle-même. La seconde phase, celle de la reterritorialisation, pendant laquelle la Fillette prend peu à peu possession de son nouvel espace, est construite en stricte opposition avec la première. Le lecteur passe de la maison, espace personnel domestiqué, à son espace proche. Et c'est bien de la maison que part la conquête de ce nouvel espace. L'enfant s'imprègne des images de la ruralité pour mieux s'approprier l'espace rural environnant dans lequel il a été placé. Comme si, à la phase de territorialisation physique, il fallait initialement faire une première œuvre de territorialisation mentale et se construire d'emblée des représentations de l'espace avant de se l'approprier. Les deux doubles pages conclusives rendent compte du bien-être dans lequel se trouve plongée la Fillette. La nuit ne lui fait plus peur. Le jour semble lui appartenir maintenant. La double page finale nous ferait penser à un état de résilience après le traumatisme du déménagement. Passé les moments de défense-protection, je fais référence ici à l'enfouissement dans le carton de déménagement, d'équilibre face à la tension de l'inconnu, d'engagement-défi, je fais référence ici à la projection mentale vers l'extérieur qui s'opère dans la maison, la Fillette se relance dans la vie. Elle s'est trouvée de nouveaux amis, elle s'est appropriée de nouveaux lieux, et elle peut vivre et continuer à se construire, non pas dans, mais avec le souvenir de Paris qui n'est plus refoulé. La maison est le nid, le centre de l'habité personnel. Pour Gaston Bachelard, que je cite ici, la maison est notre coin du monde. On retrouve chez quelques illustrateurs pour enfants, tels que Claude Ponty, Colin Thompson, Kazuo Iwamura et d'autres, la figure anthropologique de l'arbre maison, conjuguant le symbole du nid et du cosmos. Et si l'on se réfère à Gilbert Durand, disciple de Gaston Bachelard. Chez Claude Ponty, l'arbre maison des Twims est assurément bachelardien. Il déploie de vastes racines dans lesquelles sont stockés d'abondantes vivres et est surmonté d'un grenier où sont installés livres et lunettes astronomiques. La verticalité est assurée par la polarité de la cave et du grenier, écrivait Bachelard. Malgré ses commodités, la cave est d'abord l'être obscur de la maison, l'espace des peurs irrationnelles. Avec la figure de l'arbre, à la cave se mêle également l'attachement du passé et des racines. Le grenier, quant à lui, est le domaine de la rêverie rationnelle, de l'ouverture vers le futur et vers l'ailleurs. Entre cette double polarité, la maison se construit. Mais pas seulement la maison. Il faut bien concevoir que cette façon de voir l'arbre maison et la maison est un paradigme de l'habité occidental. Le paradigme de l'habité oriental, par exemple, est tout autre, si on en juge par l'arbre maison de la famille Souris de Kazuo Iwamura. À la toute fin d'une nouvelle maison pour la famille Souris, mais également au début du petit déjeuner de la famille Souris, apparaît une vue en coupe de l'arbre maison. Contrairement à celui que nous pouvons voir dans Ma vallée de Claude Ponty, celui-ci ne possède ni cave ni grenier. Jamais Iwamura ne fait référence dans les deux premiers albums à une activité de creusement de l'arbre. L'arbre maison japonais n'est pas le résultat d'un arrangement de l'arbre, mais de l'aménagement des espaces intérieurs disponibles. Toutes les fonctions vitales de la maison sont situées au ras du sol, au même niveau que les chambres des adultes. La réserve, la cuisine, la salle familiale
Seuls les espaces de nuit des enfants sont placés sur 2 mezzanines qui se superposent. La recherche de verticalité est ici extrêmement réduite. Pour trouver les principes traditionnels de l'organisation de l'espace au Japon, il faut aller chercher dans les principes de l'architecture traditionnelle que l'on peut faire remonter au début de l'ère Kamakura, c'est-à-dire celle du XIIe, XIVe siècle, et dont on peut avoir quelques éléments descriptifs dans le premier traité d'architecture japonais, le livre des ornementations, rédigé par Soami en 1523. Ainsi, retrouve-t-on dans l'arbre-maison de la famille Suri les éléments constitutifs de ce que les Japonais appellent la minka. Il s'agit d'envisager le plan de la maison comme si elle n'avait qu'une seule pièce. Les pièces modulables rayonnent autour du cœur de l'habitat, vers l'extérieur. Au lieu de protéger la maison contre la nature, l'architecture japonaise traditionnelle se noie en elle. Restons, si vous le voulez bien, encore sur la famille Suri. La série des 12 albums peut constituer une sorte de vade-mecum de l'habité. Dans le premier volume, publié en 1983 au Japon, la famille des 14 Suri fuit l'urbanisation et la déforestation pour venir chercher refuge dans une clairière au fin fond de la forêt sur une colline. Le lieu choisi par la famille est un lieu idéal, ce qu'on appelle un locus amoenus, un lieu idyllique, qui réunit hauteur, ombre et point d'eau. De cet endroit, autour de l'arbre-maison, vont démarrer 11 nouvelles histoires qui, à chaque fois, pousseront la famille Suri à explorer toujours davantage l'espace proche de la clairière, centre accessible de toutes parts. C'est de lui que partent les expéditions des Suri. C'est vers lui qu'elles se terminent. C'est à l'intérieur que se tissent les relations des différents membres de la famille. De ce centre, on peut tracer une série de zones concentriques. Au deuxième album, par exemple, les Suri franchissent le torrent. Au quatrième, ils s'éloignent davantage pour aller chercher de la pente et glisser sur la neige. Au cinquième, leur exploration les emmène à l'orée de la forêt. L'avant-dernier, la mare aux libellules, sorti en 2002, les pousse aux confins de leur territoire, ainsi lentement constitués. Le parcours effectué par la famille Suri est un franchissement successif de limites, d'abord régulées, puis nouvelles et imprévues. Le récit prend naissance dans ce franchissement de limites, dans ces déplacements. Il semble que pour Iwamura, l'histoire s'enclenche dès lors que les personnages ont rompu temporairement avec un espace clos et très souvent d'ailleurs circulaire, celui de l'arbre-maison ou celui de la clairière. L'espace serait alors considéré comme un mode de propulsion du récit ou franchissement de frontières. Exil, trajectoire, déterritorialisation, reterritorialisation deviennent des moteurs narratifs. Pour Kazuo Iwamura, habiter un territoire est un processus qui se fait par le groupe et pour le groupe, en essayant de s'adapter le plus possible au milieu, au substrat préexistant, sans chercher jamais à le dominer. L'enfant lecteur, à qui l'on raconte les histoires écrites entre 83 et 2003 dans l'ordre où elles ont été écrites, se rend compte de ce franchissement de limites et de l'augmentation progressive du territoire approprié par les Suri. Ce franchissement de limites successives est également très visible dans un album de Gerda Müller, publié en 1999, Devine qui fait quoi, une promenade invisible. Dans cet album, un petit garçon se réveille et commence à jouer avec une caisse de bois qu'il entreprend de transformer en bateau. Mais il s'aperçoit qu'il lui manque un mât. Il décide alors de partir affronter la neige qui a recouvert les prés autour de la maison. Et c'est de l'autre côté d'une rivière qu'il va trouver une branche lui permettant de compléter sa construction dès son retour dans la chambre. Comme dans beaucoup d'albums, le récit n'est pas à lire page par page, mais double page par double page. Ce qui permet de proposer aux jeunes lecteurs une série de vues panoramiques, séquentielles, des lieux traversés par l'enfant. Le lecteur est invité à suivre le personnage depuis son lit, à la page de titre, en passant par sa chambre, sa maison, la cour de sa maison, matérialisée par une clôture de fil barbelé,
les abords immédiats de la maison, enclos et remises. Puis, l'au-delà des confins connus, matérialisé par le cours d'eau que l'enfant brave en fabriquant un pont de fortune. L'habité proposé par Gerda Müller pourrait être qualifié de psychologique, au sens où l'entendait Edward T. Hall ou Abraham Moles dans leurs travaux portant sur la proxémie. On peut ainsi voir dans le parcours de l'enfant le franchissement de différentes coquilles que l'individu se construit autour de lui-même. J'avais oublié de passer le parcours et pour vous montrer donc le petit torrent et le pont qui est passé par l'enfant. Gerda Müller nous montre, pour commencer, l'enfant dans son lit, sous ses couvertures, avec son ours. Cette première coquille correspond à la sphère intime du garçon. À la page 3, nous découvrons l'ensemble de la chambre de l'enfant, composée d'objets personnels, le dessin au-dessus du lit, la chaise, la table de travail. Nous sommes alors dans la sphère personnelle de l'enfant. Les pages 5, 6 et 7 nous amènent dans un espace partagé par tous les occupants de la maison. Il s'agit de la cuisine. Cette troisième coquille est protégée par l'épais mur de la maison. Il s'agit ici de la sphère sociale. Et on pourrait d'ailleurs étendre cette sphère sociale à la cour même de la maison. Au-delà s'étend une quatrième coquille, espace connu de l'enfant, limité très clairement par l'obstacle constitué par la rivière. Cette sphère publique est un espace de contact avec les sphères sociales des autres individus. Pour Moll, c'est dans cet espace que l'individu réalise ses projets. L'idée du bateau, elle est née dans la sphère personnelle de l'enfant, mais c'est ailleurs qu'elle va se réaliser, à la marge, au-delà des limites de l'espace public connu par l'enfant. Là encore, le parcours effectué par le héros est un franchement successif de limites. Pour Moll, seule la liberté marginale est intéressante pour l'individu. La construction de l'enfant ne pourrait-elle d'ailleurs pas se réduire à une succession de limites topographiques que l'enfant est invité à franchir? Le projet du livre n'aurait-il pas pour ambition d'ailleurs de montrer à l'enfant l'importance des expériences spatiales? C'est ici une deuxième ritournelle qui conduit l'enfant vers la sphère publique. Pour Peter Sis, illustrateur américain d'origine tchèque, s'il est nécessaire de fuir la maison pour découvrir le monde, elle reste le lieu où l'on revient pour mieux habiter le monde. L'œuvre de l'artiste est constituée de multiples récits dans lesquels les héros alternent phase d'enfermement et phase d'ouverture. C'est dans la liberté de mouvement, l'ouverture vers les autres cultures, que l'individu s'enrichit, se nourrit, semble vouloir dire l'auteur, marqué dans sa vie personnelle d'ailleurs par l'enfermement et le totalitarisme. C'est également dans l'enfermement et une sorte de recueillement que ces expériences socioculturelles se cristallisent et participent à la construction de l'individu. Telle est la lecture que je peux proposer, par exemple, de Madeleine K, un album écrit en 2000. Dans cet album, Sis s'inspire de la vie de sa petite fille, Madeleine, grandissant dans un quartier cosmopolite de Manhattan. Madeleine K vient de perdre une dent. C'est sûr, elle grandit. Et elle doit l'annoncer au monde entier. Elle entreprend donc de faire le tour de son bloc et d'annoncer la nouvelle à toutes les personnes qu'elle connaît. Monsieur Gaston, le pâtissier français, Monsieur Eduardo, le fleuriste péruvien, Monsieur Ciao, le marchand de glace italien, Madame Grimm, la vieille allemande, Madame Cam, la voisine chinoise. Cléopâtre, son amie africaine. Chacune des visites de Madeleine K dans la demeure d'un habitant du quartier propulse la fillette dans une représentation topogramique évoquant le pays d'origine. Le bloc fonctionne comme un véritable commutateur spatial, pour reprendre une expression de Michel Lusseau, permettant à Madeleine K d'être en même temps à New York
et dans une autre partie du monde. Peter Sith multiplie également les représentations spatiales, planes, cavalières, comme on voit ici, qui transforment le bloc d'habitation cubique en une sphère. Le zoom des premières pages joue également avec cet emboîtement d'échelle. Madeleine K habite son bloc et habite le monde. Dans la version américaine, la première et la quatrième de couverture forment un topogramme, sorte de carte heuristique, de scrapbook du monde vu par Madeleine K. Donc c'est ce que vous avez ici et qu'on n'a pas dans la version française. Synthèse graphique en quelque sorte de son périple. Cette grande île, composée de montagnes, de plaines, de forêts, regroupe des éléments épars glanés dans le voyage hyperspatial de Madeleine K. La fillette et son parapluie jaune volent au-dessus de cet espace en écartant les bras. Le voyage que Madeleine K effectue à travers les évocations des différents lieux d'origine de ses amis est souligné justement par ce jeu de parapluie. Comme pour Mary Poppins, cet objet lui sert à voyager. Il est ouvert quand elle change de lieu sur le bloc et il est fermé quand elle pénètre dans les boutiques. Le bloc de Madeleine K fonctionne comme un instrument d'hyperliaison communicationnelle. Je cite ici un article, un critique américain. L'aspect du livre, dit-il, écrit Anthony Oliver Scott, l'aspect du livre est une sorte d'hypertexte bidimensionnel de cartes et de fenêtres qui vous permet de vous projeter d'une cartographie d'endroits réels à une géographie de pure imagination. Madeleine K répond en tout point à la définition que je pourrais donner à la suite de Marc Brosseau d'un album géographe, c'est-à-dire un iconotexte qui, par le tressage des narrations textuelles et iconiques, transmet au lecteur des informations positionnelles et relationnelles sur les personnages des récits, pouvant informer ou modifier d'ailleurs les conceptions initiales des lecteurs sur l'espace et les rapports de l'espace. La série Caroline, par exemple, de Pierre Probst, avec ses 44 albums écrits entre 1953 et 2007, se caractérise par cette proportion à évoquer des sujets géographiques. Caroline voyage à travers le monde. Elle se déplace en utilisant divers moyens de transport et rend compte de son déplacement. Elle découvre de nouveaux espaces et trouve très vite un modus habitandi. 26 albums sur 44 ont pour thème principal le déplacement, la mobilité et le voyage. La série Caroline est ce que je pourrais donc appeler une série géographe. Elle participe ou a participé de la construction spatiale des jeunes lecteurs qui ont suivi Caroline dans ses aventures. Je pourrais même préciser que l'habité dessiné par Pierre Probst a pu combler certains désirs du jeune public des Trente Glorieuses pour qui la mobilité grandissait. La série se développe avec la société de consommation. Tournée sur les loisirs et le tourisme de masse, il existe bel et bien une idéologie spatiale qui consiste à faire voyager le jeune lecteur ou l'accompagnateur dans ses voyages, comme c'est le cas par exemple de Caroline en avion, commande d'Air France pour ses clients de première classe. La majeure partie des pays visités par Caroline est principalement constituée de pays de l'hémisphère nord. Caroline évite soigneusement de traverser des pays dictatoriaux et ou communistes. Caroline n'ira en Russie qu'en 1993, après la chute du mur et l'effondrement de l'URSS. Le continent africain est très peu visité, tout comme l'Amérique centrale, pour les raisons que je viens d'évoquer. Tous les voyages de Caroline comportent un itinéraire avec des lieux souvent identifiables. La motivation des voyages est soit la curiosité, soit une mission à accomplir, comme la recherche d'une cabane perdue ou le sauvetage d'un animal. À travers la folklorisation des pays traversés par Caroline, c'est à une excursion touristique que nous convie Pierre Probst. Ainsi,
Sur les 26 albums qui évoquent le voyage, 17, soit les 2/3, sont liés aux vacances. Le personnage girovague, qui est Caroline, se joue des frontières. Caroline, comme Madeleine K, habite le monde, chacune à leur façon. Elles constituent des modèles pour tous les petits lecteurs qu'elles réunissent. Pour conclure cette communication, j'aimerais faire référence à cet album de Léo Lionni, La maison la plus grande du monde, de 1968, qui raconte l'histoire de ce petit escargot qui souhaitait avoir la plus grande maison du monde. Une maison tellement grande qu'elle finirait, lui fait comprendre son père, par empêcher le petit escargot de se mouvoir et de se déplacer. Au bout du compte, le petit escargot se souvient de la grande maison dont il avait rêvé et dit, je cite, « Je garderai ma maison toujours petite. C'est décidé. Et quand je serai grand, je pourrai aller là où il me plaira. » C'est dans la maison que se préparent les aventures et les voyages qui vont construire l'enfant. L'album lui montre les frontières qu'il devra franchir, lui vante à la fois la porosité et l'étanchéité des 4 murs qui clôturent son espace domestique. Étanche, il le protège des agressions sociales et environnementales. Poreux, il laisse entrer les perceptions du monde extérieur. Si le gastéropode porte sa maison sur son dos, l'homme l'a construit dans sa tête. Elle le suit dans tous ses déplacements, dans toutes ses territorialisations. Dans Ma maison, le dessinateur Guillaume Dégé avait mis en exergue un aphorisme du philosophe allemand Georg Christoph Lichtenberg, que je cite. « L'escargot tire sa maison de son propre corps. » Je ne peux m'empêcher d'y associer cet extrait d'un poème de Francis Ponge. Les escargots aiment la terre humide. Go on. Ils avancent collés à elle de tout leur corps. Ils en emportent, ils en mangent, ils en excrémentent. Elle les traverse, ils la traversent. L'habité intérieur que nous portons en nous, ce capital spatial que les albums lus aux enfants ou par les enfants ont participé à construire, permet aux enfants, devenus grands, d'habiter. Les enfants apprennent en se souvenant, écrivait Walter Benjamin. Ce qu'on leur met en main est censé porter la couleur du paradis, comme les ailes des papillons portent encore sur elles leur vernis. Et ce, dans la mesure où d'aucuns savent confier cette couleur à une feuille. Les enfants apprennent en se souvenant de leur première vision. Merci de votre attention.